Ça se comprend, on est ensemble jusqu'à 17h sur CNews. Un thème d'actualité et un seul que l'on analyse, que l'on décortique ensemble pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, les usines Ford à Blanquefort, en Gironde, et Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord, menacées de fermeture malgré les efforts et les millions d'euros de l'État et des collectivités locales. L'État doit-il s'obstiner? Ces usines subventionnées sont-elles économiquement viables? Quel avenir pour les salariés qui se battent depuis des années? Pour en débattre, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. Bonjour, bienvenue. Jean Messia, vous êtes économiste et vous êtes délégué national aux études du Rassemblement national. Bonjour. Et Erwan Tison, économiste, directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous publiez Les robots, mon emploi et moi aux éditions M et A, c'est ça, MA. L'État est-il impuissant dans de tels dossiers industriels? C'est le sujet que je vous propose qui va lancer notre débat. Regardez. Le dossier était pourtant réglé. En décembre, la justice valide l'offre de reprise de l'aciérie Ascoval par Altifort. Mais début février, le groupe franco-belge admet ne pas disposer des fonds nécessaires pour relancer le site. Un retournement de situation qui provoque la colère de Bercy et demande à Altifort de retirer définitivement son offre. Altifort a trompé les salariés, Altifort a trompé les élus locaux et trompé l'État. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. Autre échec, le dossier de l'usine Ford de Blanquefort. Là aussi, le gouvernement s'était fortement impliqué dans le dossier. Bruno Le Maire était allé jusqu'à contacter son homologue américain et à menacer l'usine de nationalisation. Mais la firme américaine reste sourde et refuse toute offre de repreneur, scellant le sort des 800 salariés de l'usine. Philippe Poutou, délégué CGT de Ford, regrette que le gouvernement n'ait pas eu plus de poids. De voir à ce point-là l'impuissance de l'État face à une multinationale comme Ford qui fait ce qu'il veut et qu'on voit en face un État qui n'est pas capable de contrecarrer, d'empêcher ne serait-ce qu'un petit peu l'évolution de la situation, c'est terrible. Le ministre de l'économie a jugé indigne le comportement de la firme américaine. Il exige en contrepartie un plan social solide et que Ford paye pour la dépollution du site et la réindustrialisation du territoire. Alors on va d'abord parler du cas de cette usine, cette aciérie Ascoval. Donc on est dans le Nord, on est à Saint-Saulve. On sera avec Philippe Poutou tout à l'heure au téléphone depuis Blanquefort en Gironde pour lancer la thématique Ford. Mais d'abord sur Ascoval, vous venez de l'entendre, l'État se donne un mois pour essayer de trouver un nouveau repreneur, une nouvelle solution après la défaillance de ce groupe franco-belge, Altifort. Est-ce qu'il faut forcément s'obstiner? Voilà, c'est une question très ouverte que je vous propose pour commencer. Et je vous donne la parole en premier, Jean-Pierre Mercier. S'obstiner, vous savez, c'est des centaines de familles qui sont menacées d'être sur le carreau. Donc forcément, quand on est un salarié, on doit être obstiné à défendre sa peau, en tout cas la vendre la plus chèrement possible. Alors, j'ai pas bien posé la question, parce que c'était pas ça. C'est l'État doit-il forcément s'obstiner? C'est pas la même chose. L'État, je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, l'État est du côté, de toute façon, du patronat. Que ça soit dans ce cas-là, mais dans tous les autres cas. Vous savez, moi, j'ai vécu une fermeture d'usine à PSA, à Aulnay-sous-Bois. L'État, du début jusqu'à la fin, a été du côté de la famille Peugeot, du côté de l'actionnaire. Il aurait pourtant, s'il avait une volonté politique, des moyens extrêmement rapides, une nationalisation sans rachat, c'est-à-dire, de fait, une réquisition, sans verser le moindre centime, puisque ce genre d'entreprises ont bénéficié des grandes largesses d'aides publiques et de centaines de millions d'aides publiques. Donc ça serait qu'un retour que l'État réquisitionne de force ces entreprises pour les faire tourner et surtout pour maintenir l'emploi. Jean Messia, cette solution qui peut sembler radicale d'une nationalisation, d'une réquisition, même c'est le terme employé par Jean-Pierre Mercier, vous en pensez quoi? Je pense qu'à titre temporaire, l'État peut faire ça. D'ailleurs, je crois que la Banque publique d'investissement, initialement, qui est le bras financier de l'État, avait été précisément conçue
au départ, dans l'idée, pour sauver transitoirement des entreprises qui étaient en difficulté. Et l'usine Ford de Blanquefort l'est. Là, nous avons un gouvernement... Là, je parle d'Ascoval. Alors, même d'Ascoval. Les deux. Voilà, exactement. Mais Ascoval, si vous voulez, c'est une gigantesque farce. Vous avez au départ une entreprise, Altifort, qui a seulement 4 années d'existence, qui n'est capitalisée qu'à hauteur de 23 millions d'euros, qui disait pouvoir mettre quelques millions de plus à partir d'un fonds spéculatif espagnol, là où Ascoval nécessite entre 150 et 200 millions pour être redressé et recapitalisé. Donc, si vous voulez, cette farce n'aurait pas trompé un étudiant en école de commerce. Je ne comprends pas que le ministre de l'économie et tous les élus qui se sont engagés sur ce dossier n'aient pas pris la peine de vérifier la viabilité. Le gouvernement là est véritablement le commentateur de sa propre impuissance. Il ne veut ni agir en amont pour empêcher ce lent processus de désindustrialisation qui a commencé il y a plusieurs dizaines d'années et dont on voit encore les fruits aujourd'hui. Et il ne veut pas en aval avoir le minimum de compétences et de sérieux pour au moins tenter de gérer les conséquences de ce darwinisme économique qu'il ne parvient pas à juguler en amont. Erwan Tison, même question, j'ai fait un tour de table. L'État doit-il s'obstiner dans ces dossiers, celui de Ford dont on va parler ou celui d'Ascoval dans le Nord? C'est un petit peu la question de quelle place pour l'État dans l'économie française. Ouais. Donc là, effectivement, vous l'avez dit, moi je vous rejoins monsieur, c'est une fermeture d'usine, c'est une véritable tragédie pour les familles qui y sont associées. Il faut se dire que tous les jours, il y a plus de 10 000 emplois qui sont détruits. Chaque année, l'année dernière, 53 000 entreprises ont dû fermer ou mettre la clé sous la porte. Pourquoi est-ce que l'État devrait se concentrer uniquement sur Ford, sur Ascoval? Pourquoi? Sur quelques dossiers médiatiques. Exactement. Moi, j'ai la boulangerie en bas de chez moi qui a son chiffre d'affaires qui est en train de chuter. Est-ce que l'État doit nationaliser temporairement la boulangerie en bas de chez moi le temps de trouver un repreneur? La réponse est non. Le problème, c'est qu'il y a des règles de marché. Il y a des règles de marché. Aujourd'hui, notamment pour le cas d'Ascoval, qui est fortement touché parce qu'ils sont dans la Syrie, qui est fortement touché par un contexte mondial comme appuyé sur une guerre commerciale. Donc la question est non, on ne doit pas s'obstiner. Par contre, plutôt que de sauver absolument les emplois, l'État doit sauver les employés. Et là, je m'explique comment est-ce qu'on fait. On fait en sorte que ces personnes-là, qui vont on sait de toute façon qu'Ascoval va diminuer. Ça fait depuis 2014 que leur commande diminue. Ils sont largement en dessous de leur commande potentielle. Ils sont à 250 000 kilotonnes annuelles de production. Ils sont à peine à 220 kilotonnes annuelles. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont largement en dessous de leur capacité potentielle. On savait de toute façon que ça allait fermer. Par contre, c'est à l'État d'accompagner par des plans de sauvegarde et des plans de formation surtout de ces employés-là et de permettre de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer dans des nouveaux emplois. Je vais vous redonner la parole, mais je voudrais qu'on regarde le chiffre. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Pierre Mercier. Ce sont des familles, ce sont des salariés, des centaines, des milliers de personnes. 1130, on a accumulé 850 emplois menacés dans l'usine Ford de Blanquefort, 280 dans l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve. Et puis on aurait pu rajouter les sous-traitants. Par exemple, en Gironde, c'est plus de 2000 emplois indirects qui sont concernés par l'éventuelle fermeture de l'usine de Blanquefort. Jean Messia, qu'est-ce que vous répondez à Erwan Tison qui dit finalement, si j'ai bien compris, l'État il fait simplement de la politique. Là, on est dans un gouvernement qui, quand il y a un dossier médiatique, doit montrer qu'il s'en occupe. Non, je crois. Et pourquoi il n'est pas présent sur toutes les micro-fermetures d'usines ou de commerce ou d'artisanat? Parce que c'est pas du tout pareil. Je veux dire, on ne peut pas prendre les choses de manière purement quantitative et considérer que l'avenir d'une boulangerie qui emploie 2 personnes, c'est comme l'avenir d'une grande entreprise qui emploie des centaines d'employés, qui a un véritable savoir-faire, qui serait irréversible à récupérer si jamais l'entreprise fermait. Non, je crois que votre approche est un peu caricaturale. L'État doit effectivement, l'État stratège en tout cas, doit identifier un certain nombre de secteurs menacés qui ont un savoir-faire, qui ont de l'avenir, qui peut connaître je dirais une légère baisse d'activité, mais qui n'est que transitoire. Et c'est à l'État d'appuyer, de pérenniser ces activités-là, parce qu'une fois qu'elles ont disparu, on ne peut plus les récupérer. Et toutes les industries, tous les secteurs d'activité que la France a perdus au cours des 30 dernières années, les savoir-faire ont disparu, les salariés qui étaient là pour apprendre aux autres, etc., ont disparu. Et c'est comme ça que la France est devenue un désert industriel par certains endroits. Ouais, alors je vous redonne la parole tout de suite. La déclaration du jour dans ce dossier Ascoval, c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il affirme que ça vaut le coup de se battre. Vous parliez des carnets de commandes. Lui dit ça vaut le coup. On l'écoute. Nous avons tous décidé collectivement, avec les représentants des salariés, avec le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec les élus locaux, de nous donner 1 mois supplémentaire pour trouver un repreneur pour le site d'Ascoval. Nous allons multiplier les contacts dans les jours à venir. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur
et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. Voilà, et le ministre qui y rajoute, Ascoval est un outil de production moderne, compétitive, et cette aciérie a des commandes. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même, Jean-Pierre Mercier, entre les objectifs politiques d'un ministre, bien entendu Bruno Le Maire, ou d'un président de région, le président de la région Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, merci de votre aide, ça ne me revenait pas tout de suite, ça arrive ça. Et la réalité économique d'un secteur, c'est ce que disait Erwan Tison, c'est-à-dire que d'un côté, de quoi se mêle l'État? Est-ce que c'est son rôle d'aller rentrer dans la fabrication des boîtes de vitesse à Ford ou le travail d'une aciérie dans le Nord? Écoutez, là, c'est des objectifs non pas politiques, c'est des objectifs politiciens de la part de M. Le Maire, que ça soit dans le cas de Ford ou dans le cas de Ascoval. C'est des effets d'annonce, c'est une posture, parce qu'évidemment, un ministre de l'économie, quelle que soit son étiquette politique, ne peut pas laisser faire décemment une fermeture d'usine sans essayer de brasser de l'air, sans essayer de gesticuler. Ce qu'il faut bien avoir conscience, l'état de droit, il n'existe pas. L'état de droit, il est du côté des riches, il est du côté de ceux qui possèdent les capitaux. Mais là, vous êtes dans un discours qui est assez idéologique. Donc bien sûr, parce que là, on est en plein dedans. Écoutez, vous avez cité Ascoval, vous avez cité aussi Ford. Mais de l'autre côté, il y a la réalité économique dont parlait Erwan. Bien sûr, et dans le cas de Vallourec, dans le cas de cette entreprise, c'est quand même des milliards de dividendes qui ont été versés dans les poches des actionnaires. C'est des centaines de millions d'euros d'aide publique, c'est-à-dire notre argent, l'argent des contribuables qui ont... Mais les carnets de commandes qui ont été versés. Les carnets de commandes d'Ascoval, est-ce qu'ils sont aussi pleins que le dit le ministre Erwan Tison? Vous remettiez ça en cause, Erwan? Oui, exactement. En fait, Et donc vous dites, cette entreprise, elle est malheureusement, je comprends encore une fois ce que ça représente et je me mets du côté des salariés qui veulent se battre pour leur emploi. Mais si les carnets de commandes sont en train de se vider, est-ce qu'il faut s'acharner? Voilà. Avant de poser la question d'une façon un peu brutale. Le problème, c'est qu'en plus un acharnement thérapeutique économique, même si effectivement il y a une réalité sociale derrière que je n'occulte absolument pas, le problème c'est qu'il se fait en plus au détriment du contribuable. Là-dessus, il y a quand même une belle hypocrisie de la part de l'État qui, au tournant des années 70, a dit bon, les usines, ça sert à rien, c'est moche, ça pue, il y a de la suie partout. On va faire des services. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sursubventionné les services et on a alourdi la fiscalité justement sur la production, sur l'industrie. Et donc maintenant, on a des hommes politiques qui nous font la danse du ventre en nous disant mais il faut sauver absolument l'industrie parce qu'effectivement, ils ont compris que derrière, il y avait un capital politique immense à pouvoir en tirer, alors qu'en fait, ils ne prennent pas les décisions structurelles, notamment en termes de fiscalité et en termes de charges qui pèsent sur l'industrie de manière générale. Un petit chiffre, vous savez qu'on a, en termes d'impôts sur la production, on a un différentiel de 70 milliards d'euros chaque année avec l'Allemagne. 70 milliards d'euros. Vous en laissez, la plupart des capitaines d'industrie, même des industriels ou même des contremaîtres, vous disent vous enlevez ces 70 milliards d'euros là d'impôts, on pourrait exporter beaucoup plus facilement, on pourrait concurrencer l'Allemagne qui s'accapare tous les bénéfices commerciaux justement de l'Union européenne. Alors, ça aussi, il y a peut-être quelque chose à chercher là-dessus. On va entrer un peu plus dans le détail du dossier maintenant. Ford, Blanquefort, et pour ça, on joint Philippe Poutou, qui est membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste et surtout délégué CGT dans cette usine. Philippe Poutou qui est avec nous au téléphone. Je voudrais qu'on parle de l'argent qui a été donné par l'État au groupe américain Ford. L'État, les collectivités locales qui ont beaucoup investi dans cette usine. C'est quoi pour vous la prochaine étape? Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. La prochaine étape, c'est-à-dire pour cette usine, est-ce qu'on peut réclamer cet argent? Est-ce qu'il faut une nationalisation temporaire? C'est ce que disaient deux de nos invités sur ce plateau. Oui, nous on est plutôt pour des solutions originales, puisque c'est le terme employé par le ministre Le Maire. On est pour effectivement des solutions en rupture avec tout ce qui se fait depuis longtemps. Parce que l'État se dit impuissant ou se dit sans solution quand il s'agit de sauver une usine, mais par contre des solutions, il y en a quand il s'agit de distribuer de l'argent public à des entreprises, et notamment multinationales. Donc il y a un problème, il faut qu'on arrive à mettre ça sur la table, à discuter un peu de à quoi doit servir l'argent public, et puis après des modes d'action d'un État pour préserver les emplois, et puis derrière les emplois, c'est une question de vie sociale dans une région. Donc ça pose le problème d'outils entre les mains de l'État et comment agir efficacement. Donc nous on est pour des solutions originales, on est pour l'idée de la réquisition, on est pour l'idée d'une nationalisation temporaire et partielle, tous ces mots-là. Mais en fait quelque part ça voudrait dire tout simplement que l'État il récupère ce qui est déjà en partie public, parce qu'à force de donner de l'argent public à des entreprises comme Ford, on peut considérer que l'usine Ford elle est déjà publique et que donc elle appartient à la collectivité. Donc après ça pose le problème comment l'État reprend en main donc des outils de production et
permet à ce qu'à nouveau il y ait de l'activité pour sauver les emplois, quitte à faire des productions utiles socialement ou utiles pour protéger l'environnement. Enfin voilà, il y a des tas de choses à faire, à discuter. À Blanquefort, il y a combien d'argent qui a été distribué sous différentes formes, subventions et autres, à l'usine Ford, à votre connaissance? Alors, tout compris sur juste parce qu'il y a eu un accord en mai 2013 entre les pouvoirs publics et Ford Europe. Donc cet accord-là, plus les aides qui sont à travers le CICE ou le chômage partiel, parce qu'on a vécu des périodes de chômage partiel, c'était 49,7 millions d'euros, donc entre mai 2013 et mai 2018. Alors tout n'a pas été exactement perçu par Ford, parce que ces derniers mois, enfin l'année dernière, quand Ford a annoncé son désengagement, la mairie de Blanquefort, par exemple, le département, ont refusé de donner la dernière partie de ce qu'ils devaient donner, parce que c'était échelonné sur plusieurs années. Donc, mais on n'est pas loin des 50 millions d'euros, juste sur les 5 dernières années. Mais si on devait faire discuter de la somme d'argent public donnée à Ford en 45 ans d'histoire sur la ville de Blanquefort, ce serait certainement spectaculaire. Et sauf que personne n'est en capacité de dire le total de cette somme-là, le terrain donné en 72, enfin tout ça. Donc c'est ça aussi comme problème qui est posé. C'est Ford, c'est une multinationale, c'est pas une petite usine, c'est pas la petite boulangerie dont parlait un de vos invités sur le plateau. C'est que c'est des multinationales qui font des profits et qui reçoivent quand même de l'argent public et qui se moquent complètement de la collectivité en fermant l'usine, en licenciant, enfin voilà, en respectant pas leur part du marché, contrairement à ce qu'a dit Benjamin Griveaux ce matin. Ford n'a pas respecté sa part de contrat qui était contenue dans l'accord de 2013. Je vous interromps une seconde. On va écouter le porte-parole du gouvernement qui disait on ne peut pas demander les 15 millions d'aides versées à Ford. On écoute Benjamin Griveaux. Il y a eu 15 millions d'aides qui ont été versées à Ford et on ne peut pas les demander leur remboursement. Pourquoi ? Parce que ces 15 millions d'aides, elles étaient liées à des engagements sur l'emploi que Ford a tenus. On est dans un état de droit. Et donc, en droit, on n'a pas le pouvoir de demander ce remboursement des 15 millions d'aides. En revanche, c'est ce que j'ai dit, on va les faire payer pour les salariés, pour le site et pour la réindustrialisation du bassin. Philippe Poutou, Ford a-t-il ou non tenu ses engagements sur l'emploi ? Non, mais d'abord le chiffre qu'il donne, c'est pas le chiffre qu'on connaît. C'est pas 15 millions d'euros. Dans l'accord, c'était 27 millions d'euros. C'est ce que je vous disais. Donc ça se rapproche des 50 millions d'euros, même s'ils n'ont pas perçu la totalité des 50 millions. Mais enfin, c'est plus de 40 millions d'euros au total, en comprenant donc encore une fois le chômage partiel, le CICE. Voilà, peut-être que Benjamin Griveaux, il compte qu'une partie des aides. Mais si on fait le total des aides, toute collectivité locale, territoriale, tout pouvoir public confondu, ça fait pas loin de 50 millions d'euros. Maintenant, sur la part de contrat de Ford, juste pour illustrer, nous, la CGT, on a attaqué Ford au tribunal en 2016 contre non-respect des engagements, enfin sur le non-respect des engagements, et on a gagné au tribunal. Benjamin Griveaux semble l'ignorer, la pouvoir public semble l'ignorer, mais on a gagné, Ford a eu tort devant nous, et donc preuve a été faite qu'ils n'avaient pas respecté leur part dans le contrat. Donc après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette victoire au tribunal ? Parce que derrière, il n'y a pas de suite. Donc c'est aussi le problème, il faut arriver quand même à dire les choses. Ford n'a pas respecté, et Ford agit impunément, et donc ça pose le problème de ce qu'on appelle l'état de droit. Parce qu'un chômeur qui perçoit indûment ou une famille qui perçoit indûment de la CAF, elle est censée rendre cet argent-là. Et pourquoi une multinationale comme Ford qui perçoit indûment de l'argent public, qui ne respecte pas le contrat, peut garder son argent ? Donc il y a un problème de loi, il faut refaire les lois, il faut voter en urgence des lois, comme celle qui a été faite contre les casseurs dans les manifs. Et bien nous on propose qu'il y ait une loi d'urgence contre les casseurs d'emploi comme Ford et tant d'autres. Merci beaucoup, merci Philippe Poutou en direct de Blanquefort. Jean Messia, vous seriez aux manettes avec le Rassemblement national, vous feriez quoi de mieux que le gouvernement déjà, actuel ? si vous voulez, le dossier Blanquefort est très différent du dossier Ascoval, parce qu'à Blanquefort, il y a une offre de reprise sérieuse par la société Punch Power Glide qui a présenté une offre. Ford, vous feriez quoi de mieux là, non, mais aujourd'hui ? je vous parle de Ford là, c'est-à-dire la société Punch Power Glide était un repreneur sérieux. Il y a une semaine, c'était soi-disant l'offre du siècle, sérieux. Et finalement, non, mais parce que Ford refuse, et parce que l'État, si l'État devait faire quelque chose, c'est justement de faire accepter cette offre qui aurait permis de maintenir 400 emplois et surtout la viabilité du site. Aujourd'hui, Ford va fermer l'usine de Blanquefort. Est-ce que pour autant Ford va comment dirais-je, arrêter de vendre des voitures en France ?
Pourquoi le gouvernement ne se sert pas de cet argument? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez avoir accès au marché français, vous devez maintenir votre activité en France, parce que si c'est pour fermer une usine, la mettre à l'extérieur du territoire français pour réimporter la même activité dans des voitures qui sont vendues en France, là, le gouvernement peut imposer, comme ça s'est fait aux États-Unis par exemple. Donald Trump n'a pas fait autre chose avec le succès qu'on sait, puisque aux États-Unis, aujourd'hui, il y a du plein emploi et la croissance est record. Erwan Tison, ça peut marcher, ça, dans une économie mondialisée? Il ne va pas y avoir des représailles d'autres gouvernements, d'autres pays? Ça peut marcher dans la théorie du Rassemblement national, mais n'importe quel étudiant en première année d'économie vous montrera par A plus B que le protectionnisme ne marche pas dans un monde globalisé comme celui de la France. Trump, écoutez, on peut en parler si vous voulez, on peut se lancer dans un débat d'experts sur l'hyperinflation que tu es en train de créer. L'hyperinflation l'hyperinflation que tu es en train de créer en ayant doublé le salaire minimum. On peut se lancer dans un débat de techniciens, il n'y a aucun problème. 4,5% de croissance aux États-Unis et 3%, c'est ce que je dis. Et 3% de chômeurs. Le problème, monsieur, c'est que l'économie, c'est pas quelque chose qui s'apprécie sur 2 semaines, c'est quelque chose qui s'apprécie sur 20 ans. Non, elle se serait appréciée sur 2 semaines si Trump avait échoué. Vous êtes uniquement sur des chiffres conjoncturels. Moi, excusez-moi d'avoir un petit côté un peu plus structurel sur l'économie. Mais ça, c'est comme dit, on peut se lancer dans un débat technicien là-dessus, mais je suis pas sûr que vous n'auriez pas eu le même discours si Trump avait échoué. On va essayer de parler l'un après l'autre. Sur le côté représailles, vous savez qu'en France aussi, on entend souvent l'arbre qui tombe, on n'entend jamais la forêt qui pousse. En France, on a aussi des entreprises qui reviennent en France. On a une certaine célèbre marque de thé française qui a relocalisé toute sa production en France il n'y a pas longtemps. Imaginez un peu que les pays où on avait avant mis justement ces usines-là, ils disent très bien, on n'achète plus du tout vos produits-là. Il faut savoir que la France, au niveau international, d'un point de vue industriel, on n'a pas vraiment de quoi pavaner et pas vraiment de quoi se réjouir. On a depuis 1996, on a diminué la production de biens manufacturés de plus de 60%, alors que notre consommation justement est restée stable. Le problème, c'est qu'à partir de là, on dépend extrêmement de l'extérieur en termes de biens et notamment de biens. Donc si jamais on commence à se lancer dans des trucs en disant ok, on n'achètera plus jamais de Ford, on n'achètera plus jamais de machin parce que vous produisez plus chez nous, on devient une espèce de pays autarcique où en fait on se retrouvera à quoi? À consommer des cafetières et des réacteurs EPR. Mais malheureusement, le problème, c'est que les représailles existent déjà. C'est pas avec ça qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est un espace trop petit pour pouvoir permettre de se faire ce genre de... Un mot là-dessus, Jean-Pierre Mercier. Le protectionnisme, c'est une solution d'après? Non, bien sûr que non. Dans une économie aussi mondialisée dans laquelle on vit, là, ce qui nous est proposé, c'est une guerre commerciale où de toute façon, soit les travailleurs américains, soit les travailleurs européens seront perdants, et ceux qui vont s'en sortir, de toute façon, c'est toujours les grands capitalistes américains, européens qui vont s'en sortir. Dans le cas qui nous est posé sur des fermetures d'usines, vous savez, il y a Ford, Ascoval, etc. Mais vous avez même PSA qui vient d'annoncer 40% d'augmentation de bénéfices et qui pourtant compte fermer 2 usines en France, l'usine de Saint-Ouen et puis l'usine d'Hérimoncourt dans l'Est. Vous savez, on ne peut pas compter sur l'État pour que les intérêts des salariés soient défendus en matière d'emploi, en matière de salaire. Ça veut dire que la prime annoncée par le président du groupe PSA, la 3 810 €, vous auriez préféré des hausses de salaire? Alors, on aurait préféré largement des hausses de salaire, surtout que les 3 810 €, c'est un peu de l'enfumage, parce que c'est absolument pas du tout ça qu'on va toucher en interne. Mais juste, c'est-à-dire que là-dedans, il y a la prime Macron Gilet jaune, c'est ça? Il y a la prime Macron Gilet jaune, il y a du brut qui doit se transformer en net, et puis il y a surtout des augmentations de salaire qui sont extrêmement misérables, des miettes, 30 € par mois, et vous avez des centaines de salariés aujourd'hui à Valenciennes, à Charleville, à Seven-Laure, à Ordin, à Metz-Borny, qui ont débrayé aujourd'hui pour protester contre cette politique salariale. Mais sur le maintien de l'emploi, sur la défense de l'emploi, quand on est un salarié, c'est vital, c'est ce qui fait notre gagne-pain. On ne peut pas compter sur l'État, il faut compter sur nos propres forces. Forcer la main d'un grand patron, d'un actionnaire comme Ford, c'est par la mobilisation. Oui, c'est en imposant l'interdiction des licenciements et l'interdiction des fermetures d'usines. Mais ça peut se faire, ça peut se réaliser que par la mobilisation, des grèves, des occupations d'usines. Moi, c'est le seul chemin que je connais. Je vais vous redonner la parole tout de suite à l'un et à l'autre, c'est promis. Je vous propose un autre élément, parce qu'il faut aussi regarder un peu dans le rétroviseur, savoir dans quelle tendance on est. Et le précédent, c'est celui qui a animé la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et pratiquement tout le quinquennat de François Hollande. Léo Fourneau de Florange, en Moselle, dossier emblématique, novembre 2012. ArcelorMittal avait accepté, après un long bras de fer, une fermeture temporaire de CO Fourneau. Il s'était engagé à investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur 5 ans et à ne procéder à aucun licenciement pendant 6 ans. Cette période est terminée et ArcelorMittal a annoncé mi-décembre la fermeture des hauts fourneaux. C'est pas un pardon, vous avez l'impression que vous allez peut-être croire que c'est une obsession, mais finalement
la réalité économique, elle s'impose malgré l'action des gouvernements. Vous voyez J'entends, si vous voulez, qu'on critique le protectionnisme. Il faut quand même rappeler que ce à quoi on assiste depuis un certain nombre d'années, vous avez parlé de Florange, on peut aussi parler de Whirlpool qui avait animé la campagne présidentielle. Tout ça, c'est le résultat du libre-échange. Alors que la CGT défend le libre-échangisme global, ça c'est un scoop. Pas du tout. Moi, je constate simplement que les pays où les industries sont florissantes sont aussi des pays protectionnistes, à commencer par la Chine, d'accord, à commencer par l'Inde, à commencer par les États-Unis. 1,2 milliard Donc essayez d'exporter une marchandise. C'est un régime où les libertés individuelles. On parle économie là. Non, en même temps, Michel. Parce que on parle économie. Vous n'avez pas besoin d'être une dictature pour être protectionniste. Il ne me semble pas que les États-Unis soient une dictature. Non, mais justement, tous les pays qui pratiquent un protectionnisme intelligent ont su protéger et leurs industries et leur emploi. Le darwinisme auquel on assiste en France, en Europe notamment, est directement le fruit d'un libre-échangisme débridé où des systèmes sociaux, en réalité, et des systèmes environnementaux et sanitaires sont en concurrence les uns avec les autres à travers des produits. Parce que c'est ça le libre-échange. Quoi que vous fassiez sur les salaires, un salarié français ne pourra jamais être payé comme un salarié chinois. Donc si vous ne protégez pas vos frontières commercialement, vous assisterez impuissant à la disparition progressive de l'ensemble de Vous avez l'industrie. beaucoup débattu sur cette question de fermeture des frontières. Je voudrais qu'on avance sur la thématique de la désindustrialisation. Vous publiez un livre sur les robots. Là encore, est-ce qu'on va vers un monde sans travail, où les robots vont prendre la place, notamment des boulots les plus durs, les plus pénibles? Peut-être faut-il s'en réjouir, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, au niveau mondial, on assiste en fait à un mouvement qui est assez intéressant. Partout où le taux de robotisation a augmenté depuis 2005, le taux de chômage a fortement diminué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avoir tout simplement une production robotisée, d'ailleurs, c'est peut-être là aussi la clé de l'industrie 2.0 qu'on doit avoir en France. Et ça, là où je lance un pavé dans la main, peut-être que les partenaires sociaux devraient dire ce modèle industriel qu'on a avant est terminé. Maintenant, la mode est au Fab Lab, c'est-à-dire aux petites industries de proximité où il y a à peine 12 salariés, mais qui sont multipliés un peu partout sur le territoire. Peut-être que c'est ça aussi l'avenir. Pourquoi ? Parce que le fait de reproduire sur notre territoire grâce aux nouvelles technologies, ça nous permettra justement d'attirer du revenu étranger. Donc en fait, de faire en sorte que les pays étrangers puissent acheter français, acheter du Made in France. Et le Made in France, il ne repassera pas par des grandes usines à 15, 20, 30 000 salariés. On peut en être triste, mais bon, c'est une réalité. Mais effectivement, le fait de saisir ce virage de la robotique, le fait de saisir ce virage des nouvelles technologies, ce que commencent à faire la plupart des pays qui en plus sont en transition industrielle, ça nous permettra d'avoir un petit peu d'avance justement dans cette nouvelle économie qui émerge. Mais ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend déjà de ventiler le capital et l'investissement vers la sphère productive, et ça sous-entend surtout d'avoir une prise de conscience collective avec un discours de vérité et qui échappe à un discours très politicien qui est là pour faire gagner quelques points dans les sondages. Utiliser l'argent public totalement différemment. C'est-à-dire pas que l'argent. Non, mais puisqu'on essaie un peu, c'est la question qu'on posait, plutôt que d'investir cet argent pour des subventions, pour essayer d'aider, de sauver les milliers d'emplois en question. Oui. Et encore une fois, j'ai bien en tête ce que ça représente pour des familles que de perdre ces emplois-là. On pourrait utiliser cet argent différemment, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Un dernier chiffre pour terminer. Vous savez quelle est la part de la dépense publique, on a un débat sur la réduction de la dépense publique, qui est allouée justement à l'investissement dans les investissements futurs, c'est à peine 3%. On est à 3 fois plus dans tous les frais de gestion et frais de transaction. Allez, un mot là-dessus. Est-ce qu'on défend un modèle qui est malheureusement périmé ? Vous savez, je défends les intérêts des salariés. Les intérêts des salariés, c'est avoir de l'emploi et surtout avoir un salaire digne de ce nom pour pouvoir vivre dignement et faire vivre sa famille. La robotique, le problème, c'est que dans la société actuelle, dont le moteur est la course au profit, la robotique, ça détruit l'emploi et ça s'attaque aux travailleurs. Alors, c'est pas ce que disait Erwan Tison. Alors que la robotique... Vous l'avez entendu, il disait l'inverse. Il disait dans les pays où la robotisation s'est mise en place, le chômage a baissé. Coïncidence. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on soit d'accord sur ce point. En tout cas, la robotique pourrait permettre d'organiser le travail différemment et que nous, salariés, on puisse travailler moins durement, bien sûr, mais qu'on puisse travailler même plus en se répartissant le travail entre tous. Dernier mot, Jean Messia, le débat se termine. Ce modèle dont parle Erwan Tison, est-ce qu'il faut l'accepter et finalement ne pas s'obstiner à défendre un modèle industriel ancien ? Écoutez, on a depuis
300 ans maintenant, périodiquement, des révolutions industrielles nouvelles qui se mettent en place. La révolution numérique, elle est plus vaste. La révolution, mais justement, elle touche tous les secteurs mais à de la chaque fois, si vous voulez, il y a une espèce de décalage entre la vitesse à laquelle l'infrastructure en fait évolue et la vitesse de la superstructure, c'est-à-dire des institutions, de l'éducation, etc. Et donc on est en fait dans une période transitoire où la société en fait est en train de courir après le progrès technique pour se réorganiser, pour réorganiser le travail, pour réorganiser également les politiques de distribution. Parce qu'à partir du moment où vous avez des robots partout et où il n'y a pas d'emploi, parce que j'entends ce que vous dites, mais la coïncidence ne signifie pas nécessairement causalité. À partir de là, si vous voulez, il faut que l'État réinvente la politique de redistribution. On a beaucoup parlé de revenus universels. Je dois vous interrompre. Le temps est écoulé. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur le plateau de Ça se comprend. Ce qu'il faut retenir de ce débat, le chiffre 1130 emplois menacés, 850 dans l'usine Ford, 280 dans la scierie Ascoval. Et encore, on pourrait parler aussi des emplois indirects. Il y en a plus de 2000 qui sont mis en cause en Gironde. La déclaration, c'est la déclaration de Bruno Le Maire. Nous avons tous décidé collectivement de nous donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur sur le site Ascoval. L'état des lieux qui concerne cette fois-ci le site de Ford, Benjamin Griveaux a d'ores et déjà annoncé que l'État ne pourrait récupérer les 15 millions d'euros d'aide versés à Ford car ils étaient liés à des engagements sur l'emploi que Ford a tenu, affirmation que conteste Philippe Poutou, délégué CGT Ford à Blanquefort. Et puis le précédent, on vient d'en parler, ArcelorMittal, en 2012, qui avait accepté une fermeture seulement temporaire des hauts fourneaux de Florange, qui s'était engagé à investir, aucun licenciement. Eh bien, cette période est terminée et les hauts fourneaux vont fermer. Arcelor l'a annoncé mi-décembre. Voilà pour ce débat. On passe aux deux chroniques de cette première heure d'info, deux chroniques de Ça se comprend. D'abord l'Infox, ensuite les indiscrets politiques. L'Infox présenté par Jean-Bernard Schmitt de Spicy. Bonjour Jean-Bernard, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur du site Spicy et que vous vous assurez pendant 2 semaines, pendant les vacances, il prend des vacances Thomas Goussard, c'est dingue, de Thomas Goussard, vous assurez cette chronique. Alors plus qu'une infox aujourd'hui, on va parler d'une information qui montre une fois de plus qu'il faut vraiment, et là on s'adresse aux parents, aux grands-parents, être particulièrement vigilants face aux réseaux sociaux et à l'usage des plus jeunes. Tout à fait. En fait, c'est une info qui est intervenue ce week-end et qui est passée un peu inaperçue. Oui. Et pourtant, comme vous le disiez, elle raconte beaucoup de choses sur le fonctionnement des réseaux sociaux et aussi leur influence sur notre société. Là, en l'occurrence, il s'agit de YouTube. Alors YouTube, c'est le 2e réseau social au monde, près de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Eh bien, samedi dernier, YouTube a décidé de supprimer des centaines de chaînes vidéo et surtout de bloquer des commentaires de dizaines de millions. Là, on parle de dizaines de millions de vidéos présentes sur sa plateforme. Alors, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle vidéo. Non, il s'agit de vidéos qui montrent des enfants en train de chanter, de danser, de faire du sport, voire de déballer des cadeaux. Vous savez, ça c'est une petite curiosité de YouTube. Il y a des chaînes qui montrent des enfants en train de déballer des cadeaux et qui ont des millions, des dizaines de réactions de surprise, de joie. Des dizaines de millions d'abonnés. Alors, donc ça part d'un très bon sentiment, on voit des enfants heureux. C'est a priori totalement anodin. Ouais. En fait, donc pourquoi prendre une telle décision ? Eh bien en fait on s'est rendu compte que de nombreux commentaires qui accompagnaient ces vidéos avaient et revêtaient un caractère sexuel, voire clairement pédophile, avec des détails totalement abject. Alors ça a provoqué évidemment une forte émotion. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça a déjà eu lieu par le passé. Mais là, cette fois-ci, il y a un YouTuber, un blogueur qui s'appelle Matt Watson, qui a décidé de faire une vidéo qui non seulement dénonce ce qui est en train de se passer, mais surtout, et vous allez voir que c'est important, le décortique. Et cette vidéo a fait plus de 3 millions de vues jusqu'à présent. Alors, ce qui est saisissant, c'est qu'au-delà de la polémique, Jean-Bernard, cet événement, ça touche vraiment au fonctionnement même, à l'essence même de ce réseau social qu'est YouTube. Exactement. En fait, on s'en rend compte à chaque fois, hein, Thomas, c'est lorsqu'avec les réseaux sociaux, c'est quand il y a une crise qu'on comprend beaucoup de facettes de leur fonctionnement et évidemment de leurs limites. Là, en l'occurrence, Matt Watson, il a décortiqué 2 gros problèmes. Le premier, il touche aux algorithmes de YouTube. Là, dans l'occurrence, vous savez, ces algorithmes sont ces opérations mathématiques hyper rapides qui permettent de faire de la recommandation. Vous avez regardé quelque chose, on vous propose autre chose. Ça fait remonter certaines propositions, certaines vidéos, certains thèmes. Énorme souci, c'est que ça a joué à plein régime avec les pédophiles. C'est-à-dire que YouTube proposait aux pédophiles d'autres vidéos sur les enfants.
Donc ça, c'est dingue. Et en plus, comme c'était des vidéos qui étaient commentées par d'autres pédophiles, ça leur a permis de se connecter les uns aux autres. Donc là, vous avez quelque chose qui fait partie de l'essence des réseaux sociaux qui est contesté. Et le deuxième problème, on s'est aperçu que ces vidéos, eh bien, elles étaient monétisées, c'est-à-dire qu'il y avait de la publicité devant. Pour résumer, YouTube gagnait de l'argent avec des vidéos commentés par des pédophiles. Et ça, évidemment, c'est assez simple à comprendre. Il y a de gros annonceurs qui ont réagi, Nestlé, Disney par exemple, qui ont décidé de bloquer leur publicité sur la plateforme. Et YouTube fait quoi alors ? Évidemment, alors c'est pas du tout la seule motivation parce qu'ils étaient en train de réagir. Mais évidemment, toucher au porte-monnaie, c'est la façon la plus simple d'accélérer le processus. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre cette mesure en urgence pendant le week-end. Alors tout n'est pas réglé, c'est sûr, mais une fois de plus, ça montre, comme vous le disiez en préambule, qu'il faut faire extrêmement attention avec ce qu'on regarde, ce qu'on partage et ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt du site Spicy, site de documentaire et de reportage et lutte contre la désinformation et les fake news également. Et c'est pour ça que vous êtes là. À demain. Tout de suite, les indiscrets politiques de Yohann Usaï. Un petit jingle. Il n'y a pas de jingle. Alors on va faire sans. Salut Yohann. Bonjour Thomas. Tout va bien ? Très bien, merci beaucoup. Oui, une petite question rituelle quand même de sympathie. Alors les Républicains peaufinent leur liste pour les élections européennes. On connaissait la tête de liste. L'annonce de la totalité de la liste est imminente, c'est ça ? Oui, la tête de liste, c'est bien sûr François-Xavier Bellamy. On devait connaître l'intégralité de la liste le 16 mars prochain lors d'un conseil national à Lyon. Seulement voilà, Laurent Wauquiez a décidé d'accélérer. C'est finalement dans quelques jours, le 6 mars prochain, que l'on connaîtra cette liste lors de la commission nationale d'investiture. Il faut dire que les enjeux sont importants. Pourquoi ? Parce que les sondages ne sont pas bons pour les Républicains. Il y a une vingtaine de sortants et si les sondages se confirment, eh bien les places éligibles seront limitées. Il va donc falloir faire des choix, surtout qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés à la tête de cette liste. Alors quid de Brice Hortefeux, de Rachida Dati, de Nadine Morano ? Il n'y aura pas de place pour tout le monde et Laurent Wauquiez va donc devoir décider avec qui il souhaite se fâcher. Alors il y en a une qui, ça c'est toujours... trancher, c'est choisir et c'est faire des malheureux. Il y en a une qui est très discrète depuis le début de cette campagne, c'est Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle va prendre position ? Oui, vous savez que ses relations avec Laurent Wauquiez sont particulièrement mauvaises. Sa ligne, notamment sur les questions européennes, n'est pas vraiment en raccord avec celle aujourd'hui des Républicains. Mais Valérie Pécresse a finalement décidé d'appeler à voter pour les Républicains. Elle le fera dans quelques jours. D'abord parce qu'elle est toujours membre de ce parti. Elle a décidé de ne pas le quitter. Et puis, elle ne veut pas diviser davantage les Républicains à une période qui est déjà suffisamment difficile pour eux. Elle ne fera pas campagne, cela dit, pas question pour elle de s'afficher aux côtés de François-Xavier Bellamy, qu'elle a régulièrement au téléphone. Elle le conseille même, c'est ce que dit son entourage. Il faut dire que les deux personnes se connaissent bien, puisque Valérie Pécresse et François-Xavier Bellamy sont tous les deux versaillais. Les élections européennes qui sont dans toutes les têtes, dans les organigrammes, les états-majors de ces partis politiques, et aussi dans celles des conseillers ministériels qui anticipent déjà un prochain remaniement. Oui, vous savez qu'on s'attend en principe à un remaniement après les élections européennes. L'ampleur de ce remaniement dépendra bien sûr du résultat obtenu par la liste La République en marche, mais évidemment, beaucoup anticipent un large remaniement, y compris à Matignon, où le départ du Premier ministre est une possibilité. C'est quelque chose, en tout cas, qui est évoqué, mais c'est bien dans les ministères qu'on se prépare le plus à ce remaniement, notamment les conseillers ministériels multiplient les rendez-vous et les prises de contact dans le privé. Un membre de la direction d'une grande entreprise française me confiait qu'en ce moment, il voyait beaucoup de conseillers ministériels défiler dans les bureaux. Merci beaucoup Yohann Usaï pour les indiscrets. Merci encore Jean-Bernard Schmitt. À demain. Dans un instant, un journal complet avec Samy Sfaxi. Puis ensuite, ça se dispute. Deux éditorialistes qui débattent sur les grands thèmes de l'actualité. Il y aura par exemple le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un au Vietnam. À tout de suite.